Bien, je démarre. Bien, bon, je démarre donc. Voilà, je vais vous parler, nous allons, pardon, parler l'un après l'autre. Irène me laisse commencer ce travail que je vais commencer euh, concernant les questions de dénomination. Et en ce qui me concerne, et de signalétique, mais ça, le mot après sera repris par Irène aussi. Je voudrais commencer par dire dans quelles conditions, hein, c'est parfois anecdotique, par laquelle commence une recherche qui fut la mienne au départ. Après avoir travaillé sur les particuliers et fait une thèse de troisième cycle, d'ailleurs, il y a parmi vous quelqu'un qui était du jury, hein, qui s'en souvient peut-être encore de cette thèse de troisième cycle, sur les particuliers, et Strawson notamment. Euh, je me suis orienté vers, pour la thèse de droit la thèse de l'État, vers toute autre chose. Après avoir resté longtemps sur le verbette qui m'a semblé le moyen de me noyer définitivement, j'ai réussi à trouver un sujet qui m'a interpellé complètement. Quand on est perdu, ben, on essaie de faire de se prendre un petit peu d'air frais. Et en visitant un musée, à cette occasion où j'étais en difficulté de choix de sujet, de réflexion, j'ai découvert au musée du Louvre, où je passais de temps en temps, précisément dans les mêmes conditions psychologiques, que les toiles, toutes exposées que j'observais, ne comportaient pas de titre commençant par un indéfini. Alors ça, c'est le regard du linguiste qui a recouvert toute la motivation de l'amateur d'art que j'étais, hein, et qui m'a vraiment voilà, perturbé. Je n'avais comme choix que, la plupart du temps, que rien, un zéro devant un nom, hein, complété ou pas, ou bien un article défini, pluriel ou singulier. Cela m'a frappé et j'ai vu ça comme une sorte de marqueur de quelque chose, je ne savais pas de quoi exactement, mais j'ai suivi cette intuition, même pas une intuition, hein, cet incident cognitif, je ne sais pas comment dire, hein, et je me suis intéressé à cette question de l'intitulation d'étoiles. Et là, je me suis demandé, mais à quoi sert un titre? Je suis parti donc sur les titres et non plus sur l'existence ou sur l'être en général, quelque chose de plus modeste. Et je me suis rendu compte que bah, déjà les titres, c'est pas vraiment des noms d'eux, même si parfois on dit c'est un nom de tableau, hein, un titre de tableau. Non, c'est un titre, quelque chose qui tient à la fois de la légende, en tout cas dans la peinture classique, hein, mais encore aujourd'hui, hein, qui résume en quelque sorte linguistiquement dans le langue par langage ce que l'on voit, hein, ce que l'on peut percevoir. Et bon, voilà. Donc, la toile, le titre m'a intéressé, mais en même temps, cette légende, dans l'occurrence, euh, est aussi une façon de repérer de manière comment dire, objective, en quelque sorte, hein, comme un nom propre, hein, une toile. Et puis, je me suis vite aperçu que, effectivement, tout ce qui a à faire d'art, de production intellectuelle ou autre, passait par le même type de phénomène. En quelque sorte, le titre emporte en quelque sorte avec lui l'objet qu'il intitule. Et je me suis demandé, mais en fait, puisque le nom propre était quelque chose qui me taquinait désespérant de pouvoir travailler sur l'herbe-être, est-ce que le titre est un nom propre? Qu'est-ce qu'un nom propre par rapport au titre? Et je suis parti comme ça. Alors, le mieux, c'est de peut-être de regarder avant de dire chose trop générale, de réfléchir. Alors, je n'ai pas beaucoup d'expressions imagées, c'est un peu un paradoxe pour moi qui m'intéresse beaucoup à l'image. Ce sera ce que de la parole, hein. J'espère ne pas être trop confus, hein. Je n'ai pas eu le temps de faire des diapos, des choses comme ça, voilà. Ce que le titre, donc, je ne peux pas dire que le titre ne soit pas comme une légende. Si je mets bon, chien méchant sous un tableau, j'aurais certainement, effectivement, l'image d'un chien qui apparaît comme méchant. On aura compris que ce chien méchant ne va me mordre. Ce n'est pas tout à fait, effectivement, une étiquette sur un écriteau, hein, devant une maison. Bon. Donc, il a une autre valeur, ça je l'ai dit tout à l'heure, hein, et le titre, comment dirais-je, signale à ce moment-là, par sa forme, hein, au-delà de sa description, même, tout en étant une sorte de légende plutôt, quand même un élément qui permet comment dit-on, d'identifier de façon univoque, hein, une toile.
Euh, donc, quel rapport entre le nom propre et le titre? Eh bien, écoutez, je pense que ce sont des noms propres non conventionnels, des désignations de forme complexe. Là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant en ce qui concerne les noms propres. Il y a énormément de noms propres qui ont cette forme-là et qui ne sont pas en fait des unités formelles, hein. Et ces dénominations échappent. C'est une chose qui m'a aussi énormément frappé, puisque par ailleurs, j'avais travaillé un peu dans la philosophie analytique en travaillant sur Strawson, qui échappe à l'analyse logique traditionnelle. Je cherchais des outils. Et évidemment, je suis tombé sur les réflexions de Gitch, hein, et l'incapacité pas l'incapacité, la non-nécessité, hein, de devoir convoquer une prédication, hein, pour interpréter en fait un texte, une étiquette, et que l'organisation, disons, logique, hein, du sujet porteur en quelque sorte des capacités de vérité ou de fausseté d'une proposition et, grâce à au prédicat n'était pas nécessaire dans ce type de situation. C'est ce que pourtant, dans un premier temps, j'avais essayé de faire fonctionner. Euh, D'autre part, une deuxième dimension aussi importante, donc, c'est la dimension formelle. On a des composants qui ne sont pas qui sont, comment dirais-je, d'une certaine nature, relativement construits dans les titres de tableau, et que dans d'autres domaines, je vais en parler, sont beaucoup moins, comment dit-on, beaucoup plus bruts en quelque sorte, hein, dans leur emploi, et composent la forme sans pour autant être des unités syntaxiques normalement organisées par rapport à la totalité de la chaîne. Alors, sur la peinture, je crois que je peux m'arrêter, hein, parce que sinon, j'aurais plus le temps de faire partie de tout le monde. Je n'ai plus. Irène m'avait donné Voilà. des diapos. D'accord, non, c'est le temps que je voudrais savoir si j'ai le temps. Oui, Voilà. oui. Bon. Euh, Autre chose encore pour la peinture quand même, puisque quelque chose, c'est important, c'est que les intitulés qui se diversifient au cours de l'histoire restent toujours stables dans leur rôle, hein, et, mais arrivent, comment dire, se sont développés particulièrement à partir des 18e, 19e siècle, dans l'ordre, disons, je dirais, pardon, excusez-moi, de telle sorte que ce que nous avions avant, les titres de peinture, d'objets esthétiques, n'étaient jamais que des catégories classiques, hein, d'un homme qu'on représentait, d'un dieu qu'on représentait, etc. Alors, ce qui est important, c'est que ces titres de tableau, par leur forme, signalent en quelque sorte le type de domaine dans lequel on se trouve, hein, à travers le vocabulaire utilisé, à travers les structures, etc., hein. Cela me permet de passer à la question des noms propres dans les mêmes conditions de réflexion, à savoir, est-ce que dans les noms propres, on trouve des principes d'organisation comme ceux que j'avais pu rencontrer dans l'intitulation picturale? Alors, effectivement, à partir du moment où le nom propre est polylexical, si je peux dire, hein, composé de plusieurs éléments, on trouve un principe d'organisation de l'unité dénominale propre qui sont composés d'un premier formant, hein, indiquant une catégorie, pour faire vite, hein, on pourrait appeler ça autrement, et un élément distinctif de la catégorie qui permet ainsi de nommer de façon, disons, bijective en quelque sorte, hein, de façon d'un nom propre, proprement parler, hein, la chose qui est ainsi dénommée, désignée à la fois. Alors, ces choses ont été, ce principe comment dire, d'analyse des noms propres composés, hein, c'est fait en suivant cette propriété du signalement par les formes utilisées du domaine auquel du domaine auquel ces formes sont appliquées, à savoir les noms des mers, des océans, travail que j'ai fait avec Irène Tomba, le nom d'autres noms dans d'autres domaines, hein, le signalement des voies urbaines, le signalement aussi des établissements de commerce. J'utilise de façon un peu brutale le terme de signalement. En fait, il s'agit de dénomination, hein, signalétique,
hein, des domaines en question. Donc, vous avez dans ces... il faut comment dirais-je, mettre en valeur dans cette présentation, hein, de la nomination binaire, euh, le fait que vous avez de façon régulière un couple qui organise une liaison entre une catégorie déterminée et un élément qui marque l'individu. Donc, par exemple, pour ce qui sont les noms de rue nationale 6, départemental 12, hein. On peut trouver d'autres systèmes concernant d'autres domaines, mais qui permettent d'individualiser un élément dans une catégorie donnée. Euh, S'agit-il de simple classification? Peut-être, mais c'est plutôt pour moi des marqueurs de différenciation entre un ensemble, une notion globale, un type de voie, par exemple rue, boulevard, place, pour identifier un élément de ce type de catégorie. Ce qui fait que, en fait, il y a une motivation, c'est ça l'idée que je voudrais faire ressortir, il y a une véritable motivation du nom individuel ainsi construit par la forme qu'il prend dans binôme, la plupart du temps, hein, où chaque élément a sa fonction propre, soit de classification, le mot est un peu large, hein, ce qui concerne ces grandes catégories dont je parlais tout à l'heure, hein, pour les voies, les autoroutes, etc., pour la voirie, mais pour les mers aussi, hein. Et puis, un élément qui vient distinguer dans cette catégorie, évidemment, un individu à chaque fois. Un individu à chaque fois. Un océan, une rivière, ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, en gros, c'est le principe que je vais vous donner de cette analyse signalétique, en quelque sorte, hein, des noms propres, hein. Je pense que j'ai plus tellement le temps Oui, c'est ça. de... Je Voilà, suis ben, désolée. voilà, j'ai été un peu trop long sur ça au début, je pense. Donner Voilà. la parole à Irène. Irène, tu veux quelle diapo? Parce que je ne Ben, savais pas. celle où il y en a trois, là, il y en a quatre, cinq. Donc là, tu veux la première, là? La deux, non, mais non, non, c'est pas le bon diaporama. Ah bon? C'est pas le bon truc. Ah Je viens, mince. je Ah, je Attends, viens suis de te désolée. renvoyer un. Ah, je suis attends, désolée. attends, Attends. attends, je vais la voir. Normalement, je l'ai téléchargé ce matin. C'est ce matin que j'ai mangé rien. Sinon, je viens de t'en envoyer un. Ah, Bon, mais c'est pas grave. non, non, mais ah, j'en ai plusieurs là d'ouvert. Vas-y, commence et puis je vais le trouver. Alors, ce que Bernard a oublié de vous dire, c'est que c'est par hasard qu'on est tombé sur les titres. Hmm. Alors, et qu'en posant le titre d'un seul coup, on a eu à nous deux problèmes qui sont des problèmes qu'on a vus ce matin et qui réapparaissent à nouveau, c'est-à-dire le nom, euh, le sens et la référence. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on est en plein paradoxe. Vous voyez, depuis ce matin, tout le monde parle du nom propre, le nom propre. On en fait une catégorie. Denis Vernon a montré que Russell n'avait eu de cesse que de réduire cette catégorie. Mais nous, on fait mieux, on en parle, mais de quoi parle-t-on? Alors, c'est très difficile de savoir de quoi l'on parle, et le nom propre, tel qu'il a, les études sur le nom propre, disons, pose le problème de sens et référence. Or, ce terme de référence, c'est lui qui a éveillé mon attention, parce que lorsque le nom propre a quasiment disparu, et dans les années 70, on le voit réapparaître avec la thèse de Georges Thornberg, publiée en 81, qui s'intitule Problème de référence, description définie et nom propre. Là, si les linguistes ne vont pas piétiner les plates-bandes des logiciens, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, vous voyez que les échanges entre disciplines, c'est quelque chose qui caractérise, je crois, les problématiques du nom propre. Alors, au départ, quand on voit apparaître la première problématique du nom,
D'abord, il n'y a pas le mot, il n'y a que onoma. Frédéric Lambert l'a dit ce matin. L'apparition du terme mot est quand même très tardive. Et d'ailleurs, elle n'est pas uniforme dans les langues romanes. Et ce onoma, c'est le onoma est la chose. Alors, j'ai lu récemment dans un petit livre de Cyrulnik qui s'appelle La naissance du sens, qu'une des spécificités de l'espèce humaine est de pointer, et que c'est à partir du le pointage arrive avant la dénomination. Or, vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit on pointe, le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Les animaux, paraît-il, ne peuvent pas pointer. Donc, on s'aperçoit qu'il y a tout un soubassement cognitif qu'on commence seulement à découvrir, mais qui peut-être va renouveler notre point. Quand on regarde les études du nom propre, la première étude, c'est l'onomastique, c'est-à-dire on étudie les noms. C'était presque mort, mais récemment vient de paraître le Handbook of Naming and Names, qui reprend tous les trucs de l'onomastique. Et brusquement, l'idée de nom en sémantique disparaît au profit du signe. Alors, je vous ai cité juste Port-Royal, et pour la logique de Port-Royal, d'abord, le signe est dans la logique et il n'est pas dans la grammaire. Et il dit que les noms propres conviennent aux idées singulières et les noms généraux ou appellatifs signifient les idées communes. Alors, il faudrait vérifier pourquoi convenir et signifier, mais je passe. Donc, à cette époque, le nom a disparu au profit du signe et des signes des idées, c'est-à-dire on est en plein psychologisme. Puis, j'ai appelé ça l'adieu du nom propre. Avec le structuralisme et Saussure, c'est fini. Là, c'est la condamnation absolue du nom propre. Les langues ne sont pas des nomenclatures. Le rapport d'un mot au signe n'est pas aussi simple qu'on le croit. Et le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique. Ça, c'est le premier point qui élimine le nom. Et le second point, c'est que l'on passe de l'analyse du mot à l'analyse de la phrase. Or, j'ai un peu refeuilleté toutes les publications de la sémantique générative, et dans la structure profonde, je n'ai pas trouvé de nom propre. Et donc, après cette éclipse, on voit réapparaître tout à coup le nom propre. Mais alors, il réapparaît, mais vraiment dopé au maximum. On a une masse de publications impressionnantes dans les revues, dans les livres, en français, en anglais. Je ne suis pas sûre que dans les d'autres pays, je n'ai pas pu lire non plus. Et qu'est-ce que c'est qui fait ressortir la problématique du nom propre? C'est la référence. Alors, Georges Kleiber touche au nom propre via les problèmes de référence. À la même époque, dans Semantics One, qui a été traduit par Éléments de sémantique de Lyons, on retrouve aussi le problème de la référence, de la dénotation, etc. Bref, on remet au goût du jour le problème du sens. Là, on ne précise pas ce qu'est le nom propre, mais on remet en question la notion de sens. Et on ne la remet pas directement en question, on lui substitue la référence. Or, vous avez vu depuis ce matin, même dans les approches par machine, c'est toujours le problème, on a besoin de connaissances externes pour arriver à savoir ce qu'est le nom propre. Et le second point, c'est que à la référence est liée la question de dénomination. Alors que la question de dénomination et de sens disparaît très vite,
la question de dénomination et de référence apparaît très vite. Alors, le problème, c'est chaque fois on a un objet singulier, et la question qu'on s'est posée avec Bernard, c'est est-ce que la référence à un objet singulier est la même chose que la référence à un concept? Et on s'est aperçu, si on regarde les instruments, les dispositifs linguistiques pour référer à un objet singulier, on en a au moins trois. Celui par dénomination propre, celui par quantification d'un nom commun, d'un concept, donc dénomination propre, Georges, dénomination d'un concept, un homme, l'homme, et le troisième, c'est la référence déictique. Or, dans cette référence, par rapport aux deux dénominations, la dénomination vaut pour l'objet dans la langue. Alors que dans le déictique, dans les démonstratifs ou les anaphoriques, il n'y a pas d'autonomie du concept. On est obligé d'aller chercher le référent dans un concept, dans un contexte propre. D'où la question, toutes les questions que repose aujourd'hui le nom propre, et c'est pourquoi c'est très intéressant d'avoir un point de vue transdisciplinaire, parce que chacun apporte des petites bribes de solutions. Alors, le premier, c'est un désignateur rigide, et donc tout le monde répète c'est un désignateur rigide, mais en oubliant la question des mondes possibles, et on voit que on le réinterprète différemment. Et ce qui est amusant aussi, c'est les clins d'œil par titre interposés. Ainsi, il y a Meaning and Necessity de Carnap qui est repris par Kripke, Naming and Necessity, comme si meaning et naming étaient la même chose, ce qui est loin de l'être. Et le plus drôle, c'est Putnam qui, en 75, fait The Meaning of Meaning pour dire que la notion de sens, pas de sens, mais la notion de le sens d'un mot, le sens des mots, et repose sur des présupposés, des notions pré-scientifiques vraiment moins bonnes que celles du sens des phrases. Et donc, il faut travailler sur le sens des mots. Mais d'un autre côté, The Meaning of Meaning, c'est aussi le titre de Ogden et Richard qui, pendant longtemps, a fait la loi dans la sémantique et qui était le fameux carré sémiotique, plein de problèmes, mais qui en gros dit le signe, c'est un signifiant insignifié, le mot, c'est le mot forme et le mot signifié, et il n'y a pas de possibilité pour le mot d'atteindre directement la référence. Donc vous voyez, on a depuis le début un bouger entre sens et référence, entre dénomination, sens et référence. Voilà, je ne voudrais pas en dire plus. Simplement, c'est tous ces problèmes qui devraient alimenter les nouvelles approches des noms propres. Merci. Merci beaucoup, Irène. Merci. Attends, je vais essayer de départager pour. Ah oui, pardon. Oui, à chaque fois, j'ai pas le réflexe, tu vois. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Prenez la parole, hein, parce que là. Oui, j'avais une petite remarque. Merci à tous les deux. Par rapport à ce qu'a dit Bernard, je suis étonné que le mot de cartel ne soit pas apparu. Je me dis, par rapport au tableau, ça aurait été plus plus incisif de dire, plus précis, quoi, de dire le titre, c'est en fait le cartel, quoi. Oui, bien entendu, je suis
Et puis, il y a beaucoup de choses plus incisives que j'aurais pu dire, mais je n'ai pas réussi à les dire. Mais là, je vais bien les emprunter, ce conseil. Tout à fait. Le cartel. Et le cartel lui-même, voyez-vous, c'est un dispositif technique Oui, qui c'est ça. conforte l'intitulation picturale. Oui, Il y a tout un comment dire, il y a tout un environnement techno, je ne sais pas comment dire, un technique, je dirais, j'appelle comme ça, qui va faire de l'œuvre quelque chose qu'on va non seulement présenter, musée, si j'ose dire, oui, ensuite qui va circuler dans le commerce à partir du 18e essentiellement. Avant, on n'a pas de titre, pour ainsi dire, ou presque pas, hein. Sinon des vierges et des Christ en croix, hein. Et il faut attendre en fait un Christ en croix chez un grand coloriste, là, le nom 19e, pour que ça soit une petite pied de nez qui soit fait à l'intitulation ancienne. Vous voyez. Bon, voilà, c'est vrai, c'est le cartel. Et il y a toute une instrumentation, hein, de la peinture qui motive à ce moment-là ce que vous dites, puis le musée, la visite, etc. Il faut des noms. Sans nom, les gens sont perdus. Ils oui, commencent par regarder le titre de la peinture souvent avant d'avoir vu l'image. oui. Et alors après, c'est très déroutant quand le cartel est tellement évident qu'on se demande pourquoi il y a une indication du type tête d'homme. Absolument. On voit une tête Mais, d'homme et on mais nous non, dit, c'est que c'est qu'on se trompe sur le oui, fonctionnement du cartel. Le oui, oui, cartel, ce n'est pas simplement de nous répéter l'image à travers, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a envie de dire. Mais oui, c'est évident que c'est le seul moyen qu'on a d'identifier une peinture en mettant même des numéros, puisque les cartels avec tête d'homme, il y en a quand même pas mal au monde, hein, j'imagine, hein, ou des lieux de production, etc. Il ne faut pas oublier la dimension économique, hein, considérable. Sans titre, ça pose un problème que d'identifier des œuvres d'art en général et des titres de peinture en pas particulier. qu'on rajoute en général une autre chose qui, sur le plan muséographique, n'est pas toujours non plus passionnant, qui est l'inventaire, le numéro d'inventaire. Oui, oui, oui. Je me suis. Que tu dis correspond bien, mais qui, évidemment, sur le plan de l'information muséographique, est quasi nul. Oui, bien entendu. Donc, il faut voir ça comme des outils, comme un outillage, je pense, hein, de commerce, de reconnaissance, et ça ne va pas plus loin. Sauf que ça en dit long quand même sur le social, sur la société, hein, par contre. Parce que les images, vous avez quand même des titres qui parlent, hein, du social, mais ça, je ne sais pas le mot de lieu d'en parler. Il y a toute une herméneutique à partir de la peinture, hein, facilement. Et moi, je voulais simplement aussi, par rapport un peu à ce qu'a dit Irène, enfin, moi, je pensais en me référant à mon propre domaine de spécialité, j'ai envie de dire, euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de peur des auteurs anciens face au nom propre. C'est-à-dire que le nom propre est un peu un scandale parce que il remet en cause la construction du sens des mots. C'est-à-dire que c'est une évidence, hein, en même temps, mais je crois que c'est assez profond. C'est-à-dire qu'ils essayent, par exemple, les jeux de mots étymologiques, ils essayent de retrouver quelque chose qui puisse être une signification incluse dans le mot et qui permette de l'intégrer à l'ensemble des dénominations. Et en fait, c'est ça, c'est là où il y a un problème, parce qu'effectivement, je dirais que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, le caractère condensé de la dénomination nominale pour les noms communs, qu'on appelle les noms communs, finalement, il en fait quelque chose d'aussi arbitraire que le nom propre. Donc c'est compliqué, quoi, finalement, cette distinction entre le commun et le singulier, quoi, finalement. Mais le problème avec le nom, c'est que si on fait du nom le nom de quelque chose, à vrai dire, on part de la chose pour aller vers son nom. Chez Oui. Aristote, c'est limpide. Quand il parle de la métaphore, tout ce qui fait de la métaphore, c'est il part de la chose pour aller vers le nom. Et aujourd'hui, les linguistes, je ne sais pas depuis quand, mais ont inventé l'extralinguistique. Donc, comme camisole de force, on ne fait pas mieux, il y a le linguistique et l'extralinguistique. Bon, et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à saisir cette dialectique
entre un nom qui vaut pour la chose, qui tient lieu de la chose dans une langue. Et peut-être ensuite dans nos esprits, mais ça passe par la langue. Et c'est l'idée de représentant qui n'est pas tout à fait l'idée du signe. Quoique Port-Royal, il parle des signes des idées, des signes de signes, etc. etc. Mais c'est un vrai problème de... on n'a pas encore trouvé ce type de relation où un mot, c'est-à-dire un symbole linguistique que tout le monde manie, va tenir compte dans les langues des choses. Et en parlant de noms de choses, en parlant de signes de choses, chaque fois on pose la chose comme si elle préexistait. Et là, Saussure avait raison. Donc c'est un vrai problème. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de chercher à trouver les rapports et pour ça, à avoir plusieurs matrices de définition des noms et à ne pas en rester au nom propre unique. Et c'est pour ça que les domaines de signalétique sont intéressants, d'autant plus que c'est la même chose que quand vous disiez dans Philippe, on n'a plus Phil et Hippos. Je pourrais dire que dans le boulevard Saint-Germain, on n'a plus boulevard et Saint-Germain. D'ailleurs, Saint-Germain, ça n'a rien à voir avec le sens de boulevard. Ce sont simplement des éléments de particularisation. Et dans chaque secteur d'usage, on crée des microsystèmes qui font ça. On pourrait dire que c'est la même chose pour les noms propres. Si je dis Frédéric Lambert, est-ce que j'ai un nom propre ou est-ce que j'en ai deux? En fait, j'ai un seul référent. J'ai une indication d'origine familiale qui joue le rôle par le système français. Le nom de famille. Et le patronyme. Et puis, j'ai le nom personnel ou le prénom, qui d'ailleurs en japonais sera derrière. Hein, ça, c'est pas grave. Bon, donc, mais ce que je veux dire, c'est que même là, on a un double système. Et lorsque les philosophes parlent du nom grammatical, du nom propre grammatical, ils peuvent parler du prénom, ils peuvent parler du nom de famille. Bon, il n'y a pas cette étude de ce que véhicule comme information qui ne viennent pas de la structure des langues, mais qui viennent du rapport entre un nom et un extérieur. C'est Béatrice. On va peut-être s'arrêter là pour ne pas avoir trop de retard. Bonjour Martine. Hello, hello. Je reprends la caméra. Donc, je vais donner la parole à Michel Lecol. Et du coup, tu veux que je coupe mon son, c'est ça, Michel? Oui. Et tu partages? Je partage mon écran. Donc, normalement, c'est ça. Partager. Donc, normalement, c'est ça, mais sauf que je suis à ma dernière diapo. Vous les voyez? Oui, on te voit. Alors, Est-ce que j'ai coupé le son? Moi, je n'ai pas réactivé le mien encore parce que je dis des tas de bêtises. Donc, Désactiver le son. est-ce que vous le voyez en plein écran, là? Très bien. Que je réactive. Oui. Est-ce que vous entendez Michel? Non, je crois pas. Je n'entends pas. Oui, oui, oui. Oui, vous entendez Michel? Là, non. Non. Alors, attends, On l'entend de loin. C'est bon, j'ai mis mon Ah, là, micro. c'est bon. Je ne l'avais pas mis, j'attendais que, pour pas qu'il y ait de... Ah, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit coupé là-bas. Il y a de l'écho, hein? Ouais, attends, je vais couper là. Vas-y. Il faut couper le micro et le son. Voilà. Ça a l'air d'aller bien. Donc, bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie d'être là et je remercie Georges Kléber, Irène Tamba, Bernard Bossredon et puis Béatrice Godard de m'avoir invitée à la fois pour la journée
et pour la présentation et pour l'article, pardon, pour l'ouvrage. Alors, je vais revenir à un autre domaine avec les noms propres de groupes sociaux et peut-être à des considérations peut-être un peu plus empiriques que ce qui a été abordé jusqu'à présent, mais je ne sais pas si vous le verrez, mais moi, je vois beaucoup d'échos dans plusieurs des communications qui ont été faites, en particulier avec M. Lambert ce matin. Et donc, peut-être que ça émergera dans ma présentation. Donc, prendre pour objet le nom propre de groupe social permet d'explorer les marges de la catégorie des noms propres parce que ces noms ou ces dénominations présentent plusieurs caractéristiques qui les éloignent des noms propres standards. Le type de référent, qui est un groupe social, le mode d'octroi du nom qui se fait par les membres du groupe, la forme de l'appellatif, souvent polylexical et souvent descriptif, quoi qu'il en a été question plusieurs fois jusqu'à présent. Alors, il y a donc des différences importantes avec le nom propre standard et c'est ce à quoi je m'attache ici. Donc, deuxième diapo. Comment je fais passer? Ah oui, comme ça. Donc, la définition, sous le terme de groupes sociaux, je réfère ici à des entités humaines collectives rassemblées de manière délibérée et ayant en tant que telles un statut institutionnel et reconnu sur la scène publique. Il me semble que la question de la scène publique est quelque chose d'important par rapport au nom propre, justement. Donc, plus concrètement, pour les groupes sociaux dont je m'occupe, ce que j'appelle statut institutionnel, reconnaissance publique, ça se manifeste par un site Internet, des papiers en tête, éventuellement des bulletins de vote dans le cas des partis politiques, un porte-parole, etc. Voilà des exemples sur lesquels que je vous demande de regarder, je ne vais pas les lire. Alors, j'ai présenté 3 catégories, les noms d'associations, des noms de syndicats et des noms de partis politiques. Les 2 premières, c'est pour mémoire, parce que je me centrerai dans mes exemples sur les noms de partis politiques, mais il y a certains éléments qui sont communs aux 3 catégories. Également à d'autres catégories que je ne présente pas du tout ici, qui sont les noms d'entreprises, qui ne sont pas complètement déconnectés de mon propos, mais qui ont aussi d'autres particularités, donc je ne vais pas en parler. Je vous laisse quelques instants pour voir les exemples. Donc on voit directement que la plupart sont polylexicaux. Pour revenir au nom propre, donc à partir de ça, je me pose la question, est-ce qu'il y a appartenance de ces noms de groupes sociaux à la catégorie des noms propres? Et je reviens toujours à la définition de Jonasson qui me semble importante pour la question à la fois mémorielle, conventionnelle et contractuelle, je dirais, qui a un rapport aussi avec le statut public dont je parlais à l'instant. Donc, toute expression, donc les noms propres, toute expression associée dans la mémoire à long terme à un particulier en vertu d'un lien dénominatif conventionnel stable. Alors, les écueils dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, quel particulier pour les noms propres de groupes sociaux? Et la question de la forme des noms de groupes sociaux, ce ne sont pas des noms au sens de noun. Alors, donc, ces particularités posent la question, est-ce qu'on peut intégrer les noms de groupes sociaux aux noms propres? Voilà. Donc, je traiterai cette question en 3 parties. Je dirai rapidement quelles sont les caractéristiques des noms de groupes sociaux. Je passerai un peu plus de temps sur la description des formes de plusieurs exemples et sur la manière de l'appréhender à partir du sentiment linguistique et spécifiquement à propos des noms de partis. Et ensuite, je parlerai des partis, des noms de partis parmi, alors peut-être en rapport avec la signalétique, parmi d'autres partis et noms de partis, puisque les noms de partis, alors c'est les noms de partis politiques, ils se situent toujours par rapport à d'autres sur la scène politique. Alors, les caractéristiques, d'abord, du point de vue référentiel. Le référent, donc les noms de groupes sociaux en général. Le référent est constitué tout à la fois du groupe en tant que tel et d'une pluralité d'individus humains qui sont les membres du groupe. À cet égard, je les rapproche des noms collectifs qui sont des noms communs mais collectifs, donc finalement, sémantiquement, c'est la même chose.
Donc, quand je posais tout à l'heure la question, à quel particulier s'attachent les noms de groupes sociaux? Eh bien, selon moi, ça ne pose pas de problème, en fait, puisque ce particulier, c'est celui de l'institution, en fait, du groupe de l'étage de l'institution. Deuxième caractéristique, le mode d'octroi du nom. Donc, je simplifie sur le plan. Alors là, je suis dans le cas des partis politiques. Je simplifie parce que sur le plan politique, c'est vraiment une simplification. Mais je dirais le nom est choisi ou adopté par les membres du groupe dénommé. Donc, pour les partis politiques, il s'agit et on touche à la question de la motivation, de présenter un projet politique, de refléter une identité, de se situer par rapport aux autres partis politiques et non de partis politiques, se situer dans une histoire, se situer par rapport aux autres sur la scène politique. Il y a un certain nombre d'objectifs qui sont plus ou moins représentés selon les cas. Et tout ça se raccroche, selon moi, il est intéressant de se raccrocher à la notion de signalétique dont vient de parler Bernard Vosredon. Et je reprends sa définition dans le glossaire de son ouvrage, c'est l'ensemble des traces linguistiques constituées de marqueurs récurrents et caractérisés par des sélections sémantiques privilégiées, entrant dans la fabrication de dénominations relatives à un domaine référentiel privilégié. Donc, le domaine référentiel privilégié, dans le cas des noms de partis politiques, c'est le monde politique et le monde des noms de partis politiques. Il y aura des questions qui se poseront tout à l'heure par rapport à ça dans mes exemples. Troisième caractéristique, vis-à-vis de l'extérieur, le nom de groupe social a trois caractéristiques qui fonctionnent ensemble, qui fonctionnent en bloc. Existence et reconnaissance publique du groupe humain constitué, existence et reconnaissance publique du nom, et rapport entre expression dénominative et référent, rapport conventionnel et stable. Donc, pour que le lien dénominatif fonctionne, ces trois critères doivent être pris en bloc. Le rapport non référent déclaré en tant que tel sur la scène publique institutionnalise et stabilise dans le même temps le groupe en tant que groupe. Donc, le nom a est déclaratif et performatif. Cette instauration du nom de groupe social suppose des faits comme, dans son caractère public, suppose des faits comme l'existence d'un site web officiel, des déclarations publiques dans la presse, de porte-parole, des déclarations d'appartenance au groupe, des reconnaissances d'un membre dans son appartenance au groupe, et tout ça fait fonctionner le nom et le groupe en même temps, selon moi. Pardon. Voilà, je passe à ma deuxième partie sur les formes des noms de partis. Alors, ils ont, disons, deux caractéristiques principales, ces noms de partis ou ces dénominations de partis, dénominations de partis, oui. Leur polylexicalité, la plupart du temps, donc un lien de compositionnalité entre les éléments, et puis le caractère potentiellement descriptif, en simplifiant, du lexique utilisé. Alors, dans une signalétique absolument classique et qui a tendance, vous verrez, à évoluer, on a une structure du type nom collectif plus modifieur. Donc, le nom collectif, c'est un nom spécialisé évidemment dans les désignations de noms de partis, parti, front, union, ligue, rassemblement. Il y a force aussi, mais qui fonctionne aussi pour les noms de syndicats. Et puis, du côté du modifieur, alors il y a des modifieurs extrêmement classiques et connus, reconnus par les politologues, en fait, qui leur parlent, qui parlent peut-être moins aux linguistes, mais qui parlent en tout cas aux politologues. Donc, je commence à la deuxième ligne, socialiste et communiste, hein, ça se situe vraiment dans une histoire, mais aussi populaire, radical, indépendant, nouveau, j'aurais dû me laisser un petit peu de côté, mais bon, démocratique, national, révolutionnaire, ouvrier. Et puis des modifieurs qui sont, au contraire, se situent en quelque sorte en rupture du point de vue de leur, qui sont récents et qui tranchent avec les autres. Et de nouveau, des modifieurs, mais qui là sont du type complément de nom et qui sont tout à fait traditionnels. Et puis,
alors, est-ce qu'on peut parler encore de signalétique? Il y a récemment des monolexicaux qui ont émergé et qui, alors les gens que je connais qui s'y connaissent en sciences politiques me disent ça veut rien dire, ça veut rien dire, alors que ça veut socialiste, communiste, ça veut dire quelque chose. Alors pour un linguiste, c'est absurde de dire que ça veut rien dire, ça veut dire quelque chose, mais ça veut pas dire quelque chose en politique, ou ça veut dire quelque chose au-delà de l'histoire politique, en fait. Ça veut dire quelque chose du point de vue de l'évocation. Donc, horizon, génération, renaissance, reconquête, à chaque fois, ce sont des noms qui sont faits pour être évocateurs et qui, très certainement, ont été envisagés en termes marketing. Et puis, également, dans les patrons, des En Marche, Debout la France, Place publique, des groupes nominaux ou phrases. Et récemment aussi, enfin, il y a une certaine ancienneté, mais ça s'est accéléré récemment, la structure en lait plus adjectif nominalisé au pluriel. Les républicains, les écologistes, ancienne version et peut-être nouvelle version, j'en reparlerai tout à l'heure, les Verts, qui n'est pas tout nouveau, qui date de 1984, les patriotes, je ne sais pas, c'est extrême droite, je connais, bref, les alternatives, et puis les socialistes qui n'a pas pour l'instant émergé, mais qui a été proposé après le mandat de François Hollande. Le Parti socialiste cherchait à renouveler son nom, espérant changer la chose par la même, et les relations au public plutôt par la même. Dans tout le panorama des phénomènes d'évocation, des choix de mots pour l'évocation, il y a la présence de France ou français, de certains noms propres, à des différents côtés de l'échiquier politique, donc Mouvement pour la France Insoumise, Debout la France, et puis le nom propre Europe, qui, à ma connaissance, pour la France en tout cas, n'est présent que dans Europe Écologie des Verts, mais qui veut dire quelque chose d'important pour eux. Alors, le lexique employé dans les noms de partis politiques, il est choisi pour être évocateur. Enfin, on peut le supposer, en tout cas, il l'est. Donc, sans prétention d'exhaustivité, un certain nombre de valeurs dégagées par le lexique utilisé. Donc l'évocation du politique au sens de quelque chose qui regrouperait une collectivité, un public, en fait, un peuple plutôt. On le trouve dans Ensemble, dans Place publique, dans Génération avec son S, pour l'Espagne, Sumar. Évocation de l'avenir, de la jeunesse, du renouveau avec Renaissance, de l'action avec En Marche, Debout la France, Reconquête. Alors, maintenant, j'aborde la question des commentaires épilinguistiques ou de l'expression en général, ou des types d'expression du sentiment linguistique à propos des noms de partis politiques. Alors, déjà, un préalable, je considère que c'est tout autant important, même si c'est peut-être moins fréquent, mais pour s'intéresser aux noms propres, de s'intéresser aux sentiments linguistiques, aux commentaires sur les noms, parce qu'ils apportent des informations. Et notamment, alors ils sont fréquents en fait, et notamment ils sont utiles pour percevoir des liens entre la forme alors qu'elle soit évocative, descriptive ou en rupture, et la représentation du référent. Alors, des exemples, à propos de la France insoumise, la recherche de remotivation et qui là est extrêmement fréquente, que ce soit pour les opposants, les opposés à la France insoumise, donc avec des expressions comme soumis aux insoumis ou les insoumis soumis au chef, ou du côté de ceux qui se reconnaissent comme des insoumis. Nous sommes les insoumis et donc nous voyons les choses comme ci ou comme ça. D'autres types d'expression du sentiment linguistique, il y a une sorte de modalisation pendant le mandat de François Hollande, on trouvait dans la presse d'opposition le parti entre guillemets socialiste, et d'autres expressions de recul par rapport à la forme du nom et ce qu'il signifiait. Quelque chose qu'on trouve fréquemment à propos du Rassemblement national et de RN, le sigle, c'est une utilisation du H, du N, pardon, en rébus, et avec l'utilisation du mot N, enfin on met à la place le mot N. Donc évidemment, ça fonctionne qu'à l'écrit.
Donc, on le voit dans les forums, sur les graffitis. Et puis, je l'ai vu récemment dans une interview d'un député Renaissance qui a été agressé par un député enfin, agressé verbalement par un député du Front National, du Rassemblement National, et qui fait des commentaires sur les mots. Je n'aime pas dire Rassemblement National, ce parti n'a rien d'un rassemblement, c'est plutôt le front de la haine. Et à mon avis, il a lu certaines pancartes. Enfin, je ne sais pas. Et puis, dans la presse, LREM est mort, vive Renaissance, donc un jeu de mots. Cette expression du sentiment linguistique se manifeste aussi quand il y a création ou recréation, enfin changement de nom de parti. Donc là, j'ai deux exemples récents. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais, en tout cas, pas lire la totalité des 5 minutes, oui. Alors, je passe rapidement. Alors, il y a des commentaires sur la création d'une sous-partie du Parti communiste, Alternative communiste, et donc l'interlocuteur du journal Le Parisien commente le choix de ce nom. C'est plus rassembleur pour parler à la société, distinguer de l'intérieur. Et puis pour le futur nom des écologistes, s'ils arrivent à donner ce nom-là, si les Verts arrivent à donner ce nom-là, ils disent que c'est plus sobre, c'est plus simple, c'est plus ouvert. Alors maintenant, je vais présenter les partis politiques et les noms de partis politiques par rapport aux autres. Alors, je disais tout à l'heure que les partis politiques et les noms de partis politiques, ipso facto, doivent se situer en fait dans un environnement où ils ne sont pas tout seuls et ils se situent donc soit en opposition, donc par exemple avec l'adjectif nouveau ou l'adjectif indépendant. Donc, par exemple, Parti ouvrier indépendant, Mouvement des écologistes indépendants, donc je saute assez vite, où il se situe dans la lignée ou avec des échos, comme par exemple dans la lignée de les échos avec la structure l'air plus adjectif nominalisé qui se reproduit, et puis des échos aussi sur un autre plan, quand un nom de parti, le Parti communiste, pardon, ou le Parti des travailleurs existe dans plusieurs langues et dans plusieurs pays. Alors là, je n'ai pas beaucoup le temps, donc je vais passer assez vite. Hein. C'était pour dire que le mot républicain se trouve là aussi comme une sorte de lignée ou comme des sortes de séries. Républicain à droite de l'échiquier, populaire à gauche de l'échiquier, et bon, pas toujours dans les noms propres de partis, mais ça a été utilisé donc par la campagne de Mélenchon, et ensuite ça a fait des petits dans plein d'expressions avec populaire. Et puis aussi tous les mouvements jeunes, alors dont on peut se poser la question si c'est une partie du parti ou si ce sont des partis indépendants. J'attache de l'importance à cette dernière partie, en fait, sur la question des regroupements, donc des coalitions, des partis de partis, c'est-à-dire les courants, les tendances. Bon, je me base sur une distinction entre la relation membre-collection, qui est celle qui prévaut quand on parle d'un membre de tel parti, et que j'associe plutôt à la relation élément-ensemble plutôt qu'à la relation partie-tout, comme elle est usuellement classée. Donc, avec l'exemple, Monsieur X appartient au Parti socialiste ou est membre du Parti socialiste. Ça d'un côté, et la relation parti-tout qui me semble être à l'œuvre dans les relations entre un parti et la coalition de partis, ou un parti et des sous-partis de ce parti, c'est-à-dire des courants, des tendances. Et donc, si on combine ces deux relations, si on a un membre de Renaissance et qu'on sait que Renaissance est coalisé avec plusieurs autres partis pour faire ensemble, un membre de Renaissance appartient à ensemble. Donc, c'est pas de la transitivité à proprement parler, mais ça se transmet, disons. Hein, dans ce cas-là, il y a imbrication entre les partis. Entre le ensemble et les partis. Alors, ça, c'était du côté des référents, disons, mais peu de correspondance dans les noms eux-mêmes, sauf avec des noms comme Ensemble, justement, que je viens de citer, ou Sumal, qui est une coalition de partis en Espagne,
Et puis aussi avec NUPES qui, elle, qui, ce nom, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, en fait, agit par énumération des adjectifs qui correspondent chacun à l'influence des partis qui ont composé à un moment donné la NUPES. En discours, on a aussi bon, avec un cas particulier, le NPA qui a explosé en trois sous-partis. Un qui s'appelle maintenant Révolution permanente et deux qui s'appellent NPA tous les deux. Et donc, ce qui donne lieu à des commentaires ironiques, goguenards, du type le nouveau NPA, qui est le vrai NPA, les deux NPA, ou le NPA tendance nouvelle direction. J'en viens maintenant à ma conclusion. Hein. Donc, je reviens à la question du statut des noms de groupes sociaux et en particulier des noms de partis. Est-ce que ce sont des noms propres? Alors, oui, je répète ce que j'ai dit en introduction, oui, mais à la marge de la catégorie, du fait de la polylexicalité, qui n'est pas complètement incontournable, hein, qui n'est pas vraiment un problème, mais surtout à cause de la variation syntaxique que cette polylexicalité occasionne en discours. Néanmoins, pour intégrer les noms de groupes sociaux dans la catégorie des noms propres, je me fonde, alors, en me basant sur le travail de Bernard Beausredon, à la fois sur le figement de l'expression complexe et sur la fonction nomination propre proposée donc par Bernard Beausredon, qui instaure un lien dénominatif stable entre un groupe humain institutionnel et son nom. Donc oui, ils font partie de la catégorie des noms propres. Je vous remercie et voici des éléments bibliographiques. Alors peut-être avec terminé. Et puis là, il faut que tu recoupes ton son, c'est ouais. ça? Ben non, parce que je ne pourrais pas répondre. Donc il faut que tu parles fort, peut-être. Et là, tu crois qu'on m'entend? Si tu parles plus fort, on va t'entendre. Oui. Donc là, je vais essayer de parler très fort pour laisser le micro à Michel. Est-ce que vous avez des questions? Mais là tu as les deux allumés, en fait. Non, je ne crois pas. Non, là, tu peux départager, Michel. Pardon, oui. Comme ça, on verra s'il y a des questions. Arrêter le partage, voilà. Ah, il y a plein de gens qui attendent. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est quand même des noms propres qui ne sont pas très stables. Hein. C'est vrai, non? Tu veux dire l'ensemble des noms propres ou chacun d'entre eux? Par exemple, le parti de Le Pen, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Rassemblement national, le Front National oui, qui bouge en fait. Des noms qui... ouais. Et donc, je sais pas, je crois que je vais couper mon micro. Donc ça, je parlerai fort pour ton voilà. Il est allumé ton micro? Nous, on a tout est allumé. Bon, oui, bah, mais parfait, qu'est-ce qui motive ce changement? Parce que des fois, c'est les mêmes membres. Hein. Alors, ils veulent attirer d'autres membres. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé de la question de la motivation au sens linguistique du terme, de la motivation du nom propre, mais en fait, il cherche à... il cherche alors à motiver, mais soit du point de vue de leur identité, soit, par exemple, quand ils sont passés de Front National à Rassemblement National, c'est vraiment dans la stratégie de Marine Le Pen de dédiaboliser le Front National et d'être rassembleuse, en fait. Et elle a vraiment choisi le nom le nom tête, en fait, le nom collectif du début qui était pertinent qui lui semblait pertinent. Et c'est d'ailleurs ça que pointe le député Renaissance, qui s'est fait agresser par un député du Rassemblement national et dit non, je ne peux pas dire Rassemblement national, je dis Front National, parce que ce n'est pas un parti rassembleur. Une question? Je ne sais pas si ça répond à la question ici. Non, on parlera après, parce que c'est un détail, mais simplement, je voulais voir le... Non, mais il faudrait que j'ai les documents, parce que j'avais une question à poser, mais c'est trop particulier, je ne veux pas ennuyer tout le monde avec ça. Et en fait, je pense qu'on m'entend, hein. Je pense qu'on m'entend et qu'on voit ici, donc il n'y a pas besoin de tourner l'ordinateur. D'accord. Oui, okay. Est-ce qu'il y a des questions qui... Je peux poser une question? Qui viennent de la salle, là? Je peux poser une question? Comme je vous vois tous. Béatrice? A priori, non, donc on va continuer.
Je voudrais juste... À revenir Damien- après dans la synthèse. Damien Si, tu vois. qui s'en va, Ah, Damien, ou qui lève la main ou qui s'en va. Je pense que vous nous entendez pas parce que vous avez dû couper le haut-parleur. Il a mis son micro. Est-ce que vous entendez? je n'entends pas. C'est étrange parce que... Attends, je peux peut-être le réactiver. Je sais pas. Ah, parce que Attends. est-ce que le son est coupé chez toi? Le son entrant? Moi, je ne l'ai pas. Alors, je vais mettre le son entrant, moi. Ça va faire. C'est bon. C'est bon cette fois. Ouais. Je t'entends toi, mais j'entends pas Damien. C'est peut-être parce que c'est pas assez fort. Non, on n'a pas appuyé. Oui, mais il y a un truc là. Il y a un écho. Non, on n'entend pas Damien. Je peux poser une question? Vas-y. C'est peut-être Damien qui marche pas alors. Si je peux me permettre. Ça marche? Ah non, ça il n'y a pas des trucs qui ont été débranchés là? Non, non. Ah, si, si, Damien, ça, vous entendez? ça fonctionne, oui, oui, c'est bon, merci. Bon, vas-y, Damien. Non, non, allez, vas-y, Irène. Enfin, Vas-y, c'est pas grave. En fait, alors qu'on entend Irène. Alors, moi, j'avais Bon. une question. Vas-y. Oui. Je lui demande d'activer son son, mais. Il l'avait activé, il l'a désactivé pour essayer, mais. Vous m'entendez là? Oui, euh, oui. Alors, Et Parce attends, que- il y a un truc, il y a un truc qui a été débranché, non? Non, ça c'est moi. Ça, c'est un vieux truc. C'est quoi ça? Damien, il faut que tu Ah. nous écrives dans la. C'est quoi ça? Non, moi je l'entends. Hein. C'est le. est-ce que vous m'entendez? D'accord. Et Irène, elle voulait dire quelque chose? C'est pour tester, c'est pour savoir si on Oui. entend quelque chose. Tu m'entends? Je vais essayer de voir, là. Tu Comment on fait m'entends? pour ouvrir, là? On n'entend plus, Irène non plus. Il faudrait que tu arrêtes tout ton son, Moi, j'ai Michel. arrêté tout mon son. T'as tout? Non, on n'entend plus personne. C'est bien mieux, C'est ça. sûr que ton petit haut-parleur, là, il est activé. Ah, le mien, oui. Là. Mais tout à l'heure, on entendait Irène. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très On bien. vous entend, oui. Ah, bah alors, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Damien, tu y vas? Damien, il peut parler, là? Oui, je parle. Ouais, Vous c'est m'entendez? Ça. C'est passé la magie. Alors, moi, j'avais une question sur sur les modes de désignation des partis, parce que finalement, parfois, on a l'impression que le mode de désignation cible. Alors, enfin, est-ce que Michel, tu as isolé des motivations? Parce qu'on a l'impression que parfois ça cible les personnes qui constituent le parti, d'autres fois la population qu'on veut atteindre, et puis d'autres fois il y a des noms évocateurs. Mais est-ce qu'il y a quelques schémas qui sont identifiés? Je veux dire, est-ce qu'il y a des modes de nomination des partis? Et est-ce qu'on on a une liste un petit peu limité quoi, de nombre de types de nominations ou est-ce que c'est extrêmement variable et c'est trop difficile d'en faire un... Ça dépend du point de vue, en fait, parce que là, il faudrait en fait que je travaille. Alors, j'ai déjà un petit peu fait, mais que je travaille avec des politologues, parce que, euh, par exemple, Paul Bacot, avec qui j'ai co-dirigé un numéro de revue Mots sur l'onomastique des partis politiques, il y avait des gens qui ont fait des articles qui n'étaient pas du tout des linguistes et qui pointaient évidemment des stratégies. Mais alors, il y a des quantités de stratégies. Alors déjà, selon la France ou d'autres pays, pour la France, alors Paul Bacot, qui avait travaillé sur les noms, tout me revient, qui avait travaillé sur les noms de partis politiques indépendamment, lui, il pointe des stratégies identitaires, c'est-à-dire en fait parler à ses propres membres, c'est un peu ce que tu disais, ou se situer par rapport aux autres. Hein, ça, c'est quelque chose qui est un peu répertorié. Donner envie, mais alors là, c'est donner envie, mais comment? Enfin, je ne sais pas comment classer en fait, parce que par exemple, Horizon, Renaissance, des choses comme ça, ou En Marche, hein, le premier nom du parti du président, là, c'est censé donner envie. Ça a été fait par on le sait, hein, ça a été fait par des boîtes de marketing, mais donner envie sous quel angle? Enfin, je ne sais pas comment aborder ça. On sent que c'est évocateur, que c'est fait pour parler au public. Ceux-là, hein, ceux qui sont plutôt monolexicaux, ceux qui sont les plus récents. Et puis les autres, je ne suis pas sûre qu'ils se posaient vraiment des questions. Par exemple, Parti socialiste, ben, il y a vraiment une tradition, Parti des travailleurs. Ouvrier, c'est un mot très important aussi. C'est un peu ce que tu voulais dire, je pense, hein, Damien. C'est censé décrire en fait les gens qui composent ce parti.
ou Parti des travailleurs, c'est censé décrire les gens qui composent ce parti et du coup se situer d'un certain côté de l'échiquier politique, ceux qui vont défendre les ou les travailleurs. Mais je ne sais pas si je réponds bien à tes questions. Il me semble que c'est vraiment compliqué. Et il y en a qui sont simples, et puis il y en a qui partent par tous les bouts, en fait, de ce point de vue-là. Merci. On ne prend pas trop de retard quand même, hein. Juste deux petites questions, c'est possible? Oui, Vas-y, Irène. Alors, une petite question, c'est une des spécialités quand tu as plusieurs noms, enfin plusieurs lexèmes, c'est l'abréviation. Or, je ne vois pas que l'abréviation joue dans les noms de tableaux ou dans les noms de rues, ça ne serait pas possible. mais Donc là, il y a un trait spécifique. Et le deuxième point, c'est il y a une différence entre nom collectif et partie tout. C'est que dans le lexique courant, la partie n'a pas le même nom que le tout. Alors que dans le collectif, les membres ont le nom du tout. Donc là, il y a un petit critère facile. Voilà. Bon, je voudrais réagir, je peux? Oui, Irène a tout à fait raison là, sur la question du groupe nominal complexe. Mais en revanche, effectivement, si au contraire, on passe évidemment toujours à l'abréviation dans dans ce champ, l'abréviation devient quand même propre, je pense personnellement, de l'institution, beaucoup plus fortement que sa forme développée. Il l'est, bien sûr, officiellement, mais dans l'usage, l'abréviation qui là, c'est l'abréviation. Et là, bon, on a plein d'exemples. Hein, un parti pirate, par exemple, vous ne pouvez pas l'abrévier. non, mais le PS, mais le PC, mais etc. Mais justement, les partis que tu as nommés, les partis que tu as donnés, Michel, qui viennent de boîtes commerciales, ils ne sont pas composés et ils ne peuvent pas s'abréger. Voilà. Donc, ils ne sont pas dans le moule. Oui, on est dans autre chose. On est dans Oui. autre chose. Et je pense que du point de vue du lien dénominatif, en fait, c'est une sorte de substitut. Par contre, en discours, ça présente des tas de tas de changements. Oui. Je me rappelle d'un article, alors c'était pas mon travail, c'était le travail, je crois, d'un collègue qui a travaillé sur les noms de partis kurdes, ou comment dire, le fait de sigler devenait une stratégie pour échapper, parce qu'il y a aussi des questions de censure dans certains pays, d'échapper, passer sous les radars, ne pas utiliser certains mots, parce qu'en Turquie, on n'a pas le droit d'utiliser le mot peuple, je crois, des noms de territoire, on n'a pas le droit de les... Enfin, il y a plusieurs choses qui sont interdites. Pardon. Oui. Non, ça va. Non, mais je voulais aussi, l'abréviation, il me semble, c'est une façon, en quelque sorte, d'effacer la dimension, la sémantique, la composition, etc. Puisqu'en effaçant, on passe à autre chose, on passe véritablement à ce qui ressemble davantage à la capacité de nommer précisément par une forme qui est opaque, apparemment. D'accord ? Et c'est ça qui fait quand même, quelque part, la cinétique le montre aussi comme ça, c'est-à-dire quelque part, c'est bizarre, ce ne sont pas vraiment des développements comme de cette nature-là, même si ce sont des individus, parce que ce n'est pas tout à fait analytique que d'appeler une rue, comme l'a montré tout à l'heure Irène, a rappelé rue Maison Rouge, ça fait un peu bizarre de qualifier une rue Maison Rouge si ça n'a pas une autre valeur Maison Rouge, une valeur additionnelle. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et avec alors, je pense que le nom de parti politique déployé, il joue sur les deux tableaux. Il a le côté, alors je ne sais pas si c'est le terme indiciel non, l'indiciel ne convient pas ici, mais l'index plutôt, c'est ça. Que pourrait avoir le sigle, et il joue en même temps, enfin en tout cas pour les Français, parce que ce n'est pas pareil ailleurs. Par exemple, les noms allemands, les noms de partis politiques allemands, c'est vraiment des hyper classiques et ça fonctionne beaucoup par sigle, alors que sur le territoire français, le caractère descriptif est quand même présent et ça permet de jouer sur les deux tableaux. On le voit avec Rassemblement national, Front National, Rassemblement national, et avec tous les commentaires métalinguistiques aussi, par exemple sur les écologistes ou alternatives économiques, alternatives communistes. Il y a vraiment quelque chose qui tient au nom déployé, en fait. Quitte à ce qu'il forme bloc, hein, il est figé et il y a une perte de motivation, mais elle est toujours réactivable, en fait. C'est ça
Et peut-être, comme pour le nom de tableau, ça peut être ça aussi, il me semble. Hein. C'est pour ça que j'avais vu vraiment une parenthèse. C'est ambigu, parce qu'à la fois, Oui, et en même temps, effectivement, ça marche. C'est plus compliqué les titres de tableau que d'autres formes, comme on vient de parler là. On va vraiment s'arrêter là, parce qu'on a un quart d'heure de retard, c'est beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Martine Pécharmant. Et écoute, on est très content de t'accueillir parce que ce matin, il y a eu des tentatives de lien avec la période dont tu es spécialiste et on n'avait pas de réponse. Donc, Alors, j'ai bien peur de ne pas apporter de réponse. J'aurais beaucoup aimé être présente ce matin. Je suis vraiment désolée d'avoir manqué ça, mais j'espère effectivement, surtout peut-être avec Julie d'ailleurs, avoir des échanges à partir de cette entreprise commune. Bon, merci, hein, merci beaucoup de m'avoir convié à, à la rédaction d'un chapitre pour votre livre. Et merci aussi de l'invitation à cette journée. Alors, bon, c'est un travail d'historienne de la philosophie, hein, et donc, en fait, j'ai peur de ne pas vraiment répondre à vos attentes. Mais bon, il y aura, je l'espère, quand même quelques points de recoupement avec des problèmes qui ont sûrement été déjà posés. Alors, le titre que j'avais donné pour mon chapitre n'est plus véritablement d'actualité. En fait, ce serait un titre plus vague, du genre quelle signification pour le nom propre dans l'analyse logique et grammaticale de l'âge classique. Alors, j'ai deux parties dans mon chapitre. Une première partie qui est sûrement un peu trop longue et qui fera surtout peut-être l'objet de la présentation aujourd'hui, qui est une configuration du problème de la sémantique du nom propre à l'âge classique, et une deuxième partie qui est pour moi le morceau principal, qui est consacré entièrement à Port-Royal, et qui se termine par une comparaison entre Port-Royal et Leibniz. Alors, la première partie, donc, dans une première sous-partie, j'examine la question de la transition d'une thèse particulariste au problème classique de la signification du nom propre. En effet, les philosophes théoriciens du langage à l'âge classique ont en commun la thèse particulariste selon laquelle toutes les choses existantes sont des singuliers. Mais cette adhésion partagée au particularisme ontologique ne produit pas du tout les mêmes effets dans la théorisation de la nomination de l'individuel. Alors, Hobbes, par exemple, qui redouble la thèse particulariste d'une thèse matérialiste, toutes les choses existantes sont des corps, soutient une thèse causaliste sur la nomination du singulier, qui lui permet de placer sous une juridiction uniforme tous les noms donnés à un individu, depuis son nom le plus général, le nom corps, jusqu'à son nom propre, le nom Socrate, par exemple. Tout nom donné à un individu est causé, pour Hobbes, par un accident déterminé inhérent à cet individu. Qu'il soit propre ou commun, le nom appliqué à un individu est le denominativum d'un accidens denominans de son sujet. La socratéité ou esse Socratem est cet accidens dénominant de Socrate, en raison duquel lui et lui seul est appelé Socrate. Sous l'accident être Socrate, esse Socratem, Socrate n'est semblable à aucun autre individu. Le nom propre Socrate a pour cause ou raison l'identité à soi de Socrate, c'est-à-dire la constance de l'être Socrate à partir de la naissance de Socrate pour toute la suite de sa vie. Il y a ainsi pour Hobbes une signification du nom propre. Le nom propre Socrate signifie l'identité transtemporelle de Socrate. Il ne réalise pas simplement la référence à un unique individu, mais il réalise sa désignation, la désignation de cet individu comme le même dans toutes ses pensées et actions. Contrairement à la thèse qui sera celle de Stuart Mill dans son System of Logic au XIXe siècle, thèse que Mill déplora d'ailleurs contre Hobbes, en voyant dans la définition par Hobbes de la proposition vraie comme union de deux noms d'une même chose, une absurde réduction de la prédication à l'apposition à un individu de deux noms propres, comme lorsqu'on dit Tullius et Cicéron. Contrairement donc à cette thèse qui sera celle de Mill sur la non-signification, la non-connotation du nom propre, Hobbes n'entend pas le nom propre comme un nom non connotatif, comme une pure marque se bornant à la dénotation d'un unique sujet, sans impliquer aucun attribut de ce sujet. Dans An Essay Concerning Human Understanding en 1690, la démarche de Locke, à partir de la même thèse particulariste, dessine une toute autre voie pour la sémantique des noms propres.
Qu'il n'existe que des individus suscite pour Locke le problème de l'impossibilité d'appliquer également à tous les individus la procédure de nomination propre. La question préjudicielle pour la théorie du langage, selon Locke, est de savoir si la nomination propre est possible pour tous les particuliers. La nomination est soumise à une double exigence, donner à l'esprit à la fois des idées distinctes des choses nommées et la mémoire des noms eux aussi distincts qui les signifient. Les deux critères sont tenus en échec par le nombre infini d'individus. Appeler tous les existants par des noms propres ferait tomber l'usage des mots dans une confusion absolue. La nomination propre ne peut être rendue infinie pour se conformer à l'infinité des entités individuelles. La disproportion entre la réalité ontologique, toutes les choses existantes sont des particuliers, et la réalité linguistique, la plupart des mots sont des mots généraux, est donc pour Locke nécessaire. Les noms généraux ont une signification. Leur signification, ce sont des idées abstraites produites dans l'esprit par l'exclusion de toutes les circonstances individualisantes des idées des particuliers. Seulement partielles, ces idées abstraites ont un contenu qui est nécessairement en défaut, donc, par rapport à celui des idées complexes des particuliers. Mais, bien qu'une partie seulement du contenu de l'idée de bucéphale forme la signification du cheval, Locke ne reconnaît pas, à l'idée signifiée par le nom propre bucéphale, la complétude qui refuse à l'idée abstraite signifiée par le nom cheval. La religion est l'opium du peuple. Un adepte des grands... J'entends quelque chose, non? Oui, oui, nous aussi. Alors, Jean-François, tu peux couper ton micro? Je coupe. Attends, il faut que je coupe le son de François. Non. Pas elle. Ça y est. Non, pas toi. Ça y est, oui, d'accord, parce que j'allais dire, il y aura un problème alors. Oui. Mais j'étais toute prête à le couper, hein. Non, Donc, que le nom propre signifie l'idée la plus complexe qu'est l'esprit d'un individu, l'idée de cet individu en dehors de sa classe d'appartenance, ne confère pour Locke au nom propre aucun privilège sémantique. En particulier, le contenu de l'idée signifiée par un nom propre ne saurait être tenu pour l'ensemble de tout ce qui serait essentiel à l'individu appelé par ce nom, car pour Locke, rien n'est essentiel aux individus tant qu'ils ne sont pas admis dans quelque classe et en droit d'être appelés du nom général de leur classe d'appartenance. La raison de la distinction de certains particuliers, personnes, pays, villes, rivières, montagnes, dans l'énumération que donne Locke, la raison de leur distinction par des noms propres tient, selon Locke, à une contrainte pragmatique imposée par les circonstances de la communication interindividuelle. La nécessité fréquente pour un locuteur de désigner singulièrement en son absence un particulier appartenant à son expérience la plus immédiate et répétée requiert la nomination propre de ce particulier. Il faut souvent, dans les échanges discursifs, rendre présent au destinataire des individus familiers au locuteur. C'est pourquoi des noms demeurent particuliers dans le langage, les noms propres. Au lieu d'une théorisation sémantique du nom propre comme signe de l'idée complexe complète d'un individu, on ne trouve ainsi dans l'essai de Locke qu'une considération qui tend à faire des noms propres subsistant dans le langage de simples marques des particuliers qu'il désigne. Deuxième sous-partie dans cette première grande partie, la question de l'individualisation du référent sans le nom propre. À l'exception de Bosé, dans son article Non en 1765 pour l'Encyclopédie et sa grammaire générale en 1767, le schème de l'abstraction tel qu'il est décrit par Locke est généralement associé chez les grammairiens philosophes des Lumières à une diachronie pour laquelle la nomination propre des individus est première dans la formation des langues. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité a associé en 1755 à cette thèse une aporie, ce que Rousseau appelle l'un des embarras de l'origine des langues, et qu'il objecte à Condillac, à l'histoire du langage de Condillac, dans l'essai sur l'origine des connaissances humaines. La constitution des espèces et des genres à partir de la nomination propre des individus est, pour Rousseau, inexplicable. L'extension de la connaissance empirique à un nombre toujours plus grand de particuliers ne peut pas s'accompagner de la transformation en noms communs des noms propres attachés aux premiers objets connus. Il ne peut y avoir qu'une multiplication indéfinie de nouveaux noms propres. La distinction numérique entre deux individus ne donnant immédiatement à concevoir que leur non-identité et nullement des propriétés qui leur seraient communes, chaque nouvel individu dans l'expérience des premiers locuteurs
a dû recevoir pour Rousseau un nouveau nom individuel. Si un chêne s'appelait A, un autre chêne s'appelait B. Les premiers locuteurs, ces nouveaux grammairiens, comme les qualifie Rousseau, ne peuvent être que les auteurs d'un interminable dictionnaire de noms propres et non pas d'une langue. La généralisation des mots, indispensable à la classification des individus, relève ainsi d'un processus incompréhensible selon Rousseau. Mais pour les critiques de Rousseau tels que Adam Smith, dans ses Considerations Concerning the First Formation of Language, en 1767, le problème n'est pas celui d'une connaissance métaphysique des espèces et des genres, que supposerait déjà la généralisation des mots. Le problème est plutôt celui de la possibilité de désigner les individus une fois accomplie leur catégorisation par des mots généraux. La multiplication du nombre d'individus à nommer n'étant pas dissociable pour Smith de leur comparaison avec les premiers individus connus et déjà nommés, il n'y a aucune difficulté à attribuer à une antonomase originaire, selon un processus insensible, la formation de classes nominales. L'imposition de nouveaux noms propres n'est pas requise pour dénoter les nouveaux individus connus. Les substantifs propres permettant d'abord de désigner des individus en tant qu'entité unique sont peu à peu généralisés en substantifs communs qui ne désignent plus ces mêmes entités individuelles qu'en les rangeant dans une catégorie de particuliers distincte d'autres catégories de particuliers. L'impossibilité, pour la plus grande partie du nombre presque infini d'individus compris dans une espèce, de posséder des noms particuliers ou propres, distincts du nom général de l'espèce, soulève donc la question des moyens linguistiques de réaliser l'individualisation de ces innombrables objets anonymes rangés sous un même nom commun. Un individu sans nom propre n'est pas voué à n'être qu'un individu appelé du nom de sa classe d'appartenance. La formation d'autres types de mots que les substantifs, pour Smith, ce sont les adjectifs et les prépositions, cette formation d'autres types de mots que les substantifs assure une réindividualisation des noms généraux afin de suppléer au défaut de noms propres pour tous les particuliers. Le nom propre demeure ainsi, dans les réflexions de Smith, simplement un nom appliqué à un unique individu. En dirigeant le questionnement vers la possibilité d'une désignation de l'individuel lorsque l'individuel n'a pas de nom propre, Smith ne laisse pas de place à une interrogation sur une autre sémantique pour le nom propre lui-même que celle de la référence directe. La relégation de cette interrogation est dominante au XVIIIe siècle, au bénéfice de la question « Comment le langage parvient-il à parler des singuliers alors qu'il n'y a pas de nom propre pour tous les singuliers ?» Ce sont les procédés linguistiques pour faire des applications individuelles des noms généraux, les moyens de restreindre la latitude d'un nom générique ou spécifique afin qu'il dénote un seul individu, qui font l'objet d'analyses développées, que ce soit dans les traités de grammaire ou chez les théoriciens de la grammaire universelle. Présenter à l'esprit un seul objet, d'autres mots que les noms propres en ont la capacité dans le langage. Le nom propre n'est pas indispensable pour référer à un seul individu, si bien qu'établir ce qui peut déterminer et distinguer individuellement les noms communs l'emporte sur la question de la sémantique des noms propres. À cet égard, un auteur tel que James Harris, dans Hermes or a Philosophical Inquiry Concerning Universal Grammar, en 1751, se réclame souvent du perisyntaxeos d'Apollonius, notamment à propos de la propriété d'article de référence à un seul sujet, la monadique anaphora de l'article, qui permet une seconde connaissance, une deutéragnosis de cet unique sujet. Troisième sous-partie, dans la première grande partie, la loi de Bosé pour le nom propre. Le chapitre des noms dans la grammaire générale de Bosé, comme son article auparavant pour l'encyclopédie de Diderot, ne rentre pas dans le moule que je viens de décrire. Et la question tenue pour préjudicielle par Locke de l'impossibilité d'une nomination propre de tous les individus n'y devient qu'une question secondaire par rapport à la caractérisation fondamentale des noms propres au moyen de catégories logiques empruntées au prix de modifications importantes à Port-Royal. Pour Bosé, les noms doivent être définis comme, je cite, des mots qui expriment déterminément les êtres en les désignant par l'idée de leur nature. La seule dichotomie de la catégorie nominale qui intéresse la grammaire générale est pour lui celle des noms appellatifs qui désignent les êtres par l'idée d'une nature commune à plusieurs et des noms propres
qui désigne les êtres par l'idée singulière d'une nature individuelle. La distinction entre d'une part la compréhension, d'autre part l'étendue de la signification de l'idée commune exprimée par un appellatif est dans ce cadre une distinction qui, pour Bauzet, doit être transposée au nom propre. Par compréhension, Bauzet entend, je cite, la totalité des idées partielles qui constituent l'idée totale d'une nature commune. L'étendue de la signification, quant à elle, veut dire, je cite encore, la quantité des individus auxquels on applique actuellement l'idée d'une nature commune. La nature commune exprimée par un nom appellatif n'a pas d'existence indépendante. Elle consiste seulement à une idée que l'esprit compose avec les idées d'attributs semblables qu'il distingue par abstraction dans les individus. La comparaison, ici, ne précède pas, comme chez Locke, l'abstraction, mais elle la suit. Le procès de généralisation d'une idée repose d'abord sur la séparation qu'opère l'esprit entre une idée et toutes les autres idées auxquelles il la trouve associée dans tel individu, afin de la considérer à part. Cette séparation, l'esprit la répète pour un autre individu, et ainsi de suite. C'est donc l'analyse des idées individuelles, plutôt que leur comparaison, qui rend raison de la formation des idées abstraites. Or, bien que les noms appellatifs n'expriment que des idées abstraites et fassent par eux-mêmes abstraction des individus, il y a cependant des moyens de les appliquer déterminément à des individus selon différents degrés d'étendue. Différents degrés, car tous les appellatifs ne sont pas applicables à des quantités égales d'individus, tous n'ont pas ce que Bauzet appelle la même latitude d'étendue. La quantité d'individus auxquels ils s'appliquent peut être plus ou moins grande. Bauzet en déduit à propos des noms appellatifs la loi logique ordinairement qualifiée à propos de la théorie des idées dans l'art de penser de loi de Port-Royal. Une loi qui ne se trouve pas explicitement formulée par Port-Royal, même si la définition par Port-Royal des propriétés de compréhension et d'étendue des idées universelles l'implique. Bauzet, à la différence de Port-Royal, entend par étendue une classe d'individus. Constatant que moins il entre dans l'idée partielle, dans l'idée de la nature générale exprimée par un appellatif, plus il y a d'individus auxquels cette idée peut convenir, et qu'au contraire, plus cette idée totale contient d'idées partielles, moins il y a d'individus auxquels elle peut convenir, Bauzet pose que la compréhension des noms appellatifs et la latitude de leur étendue sont non pas convertibles, mais en raison inverse l'une de l'autre. Tout changement dans la compréhension d'un nom appellatif cause un changement contraire dans l'étendue de sa signification et réciproquement. C'est cette loi pour Bauzet qui ne doit pas être circonscrite aux noms appellatifs. Elle vaut aussi pour les noms propres. Je cite sur ce point la grammaire générale de Bauzet, au livre 2. La latitude des noms propres, si l'on peut dire qu'ils en aient une, est la plus restreinte qu'il soit possible, puisqu'ils désignent les êtres par l'idée d'une nature individuelle. Par conséquent, la compréhension de ces noms est au contraire la plus complexe et la plus grande, et il n'est pas possible d'ajouter aucune autre idée partielle sans cesser de regarder comme nom propre celui dont on augmenterait ainsi la compréhension. Cette dernière phrase fait l'objet, dans une reprise de ce développement en 1782 par Bauzet pour l'article étendu dans l'encyclopédie méthodique de Panckoucke, fait l'objet d'un exemple. Bauzet donne un exemple à l'appui de cette dernière considération. C'est l'exemple de l'expression « le riche lucule ». Dans l'expression « le riche lucule », le nom lucule n'est plus un nom propre, mais un nom appellatif commun à plusieurs individus. Et en ajoutant à la compréhension de cet appellatif l'idée de riche, on distingue de tout autre lucule un certain lucule. On signifie que celui parmi tous les lucules dont on veut parler est celui qui est riche. La loi de Bauzet rend compte d'une mutation décisive dans la théorisation du nom propre à l'âge classique, en établissant que l'étendue individuelle de l'être désigné par un nom propre, autrement dit l'étendue la plus restreinte de toutes les étendues possibles, suppose la compréhension la plus grande et la plus complexe. Le nom propre appartient à une sémantique générale des termes, mais sa différence à l'intérieur de cette sémantique générale tient à l'impossibilité d'opérer sur sa compréhension les opérations d'addition ou de retranchement qui, en fonctionnant sur la compréhension d'un nom appellatif, ont pour corrélat des variations dans l'étendue de sa signification.
On ne peut ni ajouter ni ôter une autre idée partielle à la totalité qui constitue l'idée d'une nature individuelle exprimée par le nom propre. Ces deux opérations qui impliqueraient l'une une restriction de l'étendue de signification, l'autre une augmentation, sont inconcevables s'agissant du nom propre. Le rapport mathématique de proportion mis en évidence par la loi logique de Gauzy joue donc en faveur d'un statut sémantique d'exception du nom propre. Dans le nom propre, le rapport inverse entre la compréhension et l'étendue de signification ne constitue pas un rapport de variation inverse. Le rapport d'inversion est absolument statique, c'est immuablement que la compréhension est la plus grande par rapport à l'étendue qui est la plus petite et vice-versa. Si le champ d'application d'un nom propre ne peut être ni élargi ni rétréci, c'est parce que son idée ne peut pas être changée à une autre idée, soit par suppression, soit par addition d'une idée partielle. Autrement dit, parce que l'idée de l'individu nommé par le nom propre a la complexité maximale que puisse avoir une idée. La référence du nom propre à un unique individu, son étendue minimale, est ainsi rendue indissociable d'une signification maximale. Dans le compendium de grammaire générale qu'il compose en 1799 à partir des écrits de Port-Royal et de Gauzy, les principes de grammaire générale, le linguiste Sylvestre de Sacy n'hésite pas de ce point de vue à faire du nom propre le paradigme à partir duquel construire la définition même de toute la catégorie nominale. Parce que la nomination d'une chose en permettant sa désignation en son absence rend possible la reformation de l'idée de sa nature, Sacy trouve dans le nom propre le modèle absolu du pouvoir d'idéation associé à la nomination. Le nom propre pour Sacy donne la représentation de son porteur comme inséparable d'un faisceau de propriétés qui le font identifier comme leur unique suppôt, le seul sujet en lequel on connaisse toutes ses propriétés réunies. En tant qu'il fait concevoir une idée intégrale que l'esprit rapporte immédiatement à l'entité individuelle qu'elle représente, le nom propre est vu dans les principes de grammaire générale de Sacy comme incarnant par excellence la fonction de désignation informative ou désignation déterminative qui doit définir génériquement tous les noms. Si l'on peut dire, l'héritage logique de Port-Royal et son recueil dans la grammaire générale de Gauzy font ainsi signe vers la possibilité d'une sémantique du langage naturel pour laquelle le nom propre ne soit pas seulement désignation de son référent, simple référence directe, mais est un sens descriptif et exprime des propriétés de son porteur. La tradition logico-grammaticale issue de Port-Royal, pour laquelle il n'y a pas de nom qui n'ait une compréhension, pas de nom qui soit réduit à sa seule étendue, invalide une conception du nom propre comme désignateur rigide. Le nom propre a une autre signification que son référent. Il dit quelque chose, qui plus est, il dit beaucoup de choses de son référent. Bosé met à jour, pour le nom propre comme pour le nom commun, la corrélation entre deux quantités que l'on peut dire l'une intensive, les propriétés incluses dans l'idée exprimée, l'autre extensive, le ou les individus que l'idée exprimée représente. Comme le souligne Sacy, l'étendue et la compréhension d'un nom propre ne peuvent être ni diminuées ni augmentées. Aucun changement ne peut être apporté ni à la compréhension ni à l'étendue d'un nom propre. Il est l'expression d'une idée individuelle comme idée la plus complexe qui soit, en tant qu'il n'existe aucun autre individu dont cette idée puisse être l'idée. Les deux quantités en rapport inverse dans le nom propre sont des quantités déterminées. La quantité intensive ou interne de l'idée individuelle est déterminée comme un maximum, sa quantité extensive ou externe comme un minimum. Sous l'idée exprimée par un nom propre, il n'y a qu'un seul individu, mais dans l'idée exprimée par un nom propre, il y a une multiplicité de propriétés que cette idée relie ou unit à une unité synthétique. Ce n'est pas directement que l'objet unique auquel réfère le nom propre est signifié, mais médiatement au moyen de l'idée totale de cet objet. C'est là que se termine ma première partie, c'est peut-être aussi là que se termine mon temps de parole aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, là, je dresse simplement très rapidement le schéma. Je suis désolée, je ne sais toujours pas utiliser PowerPoint, donc je ne peux pas vous présenter le plan. Donc, en fait, la deuxième grande partie porte sur le nom propre à Port-Royal, de la grammaire générale et raisonnée à la logique ou l'art de penser. Donc,
Et j'insiste sur les problèmes que pose dans la grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, en fait, le fait que les mentions principales du nom propre, consacrées au nom propre, très brèves, très rares, ne répondent pas absolument à la définition qui en est donnée. La définition qui en est donnée est une définition qui s'appuie sur la signification par le nom propre d'une idée singulière. En revanche, les remarques consacrées ensuite au nom propre portent seulement sur une référence directe du nom propre à un objet singulier. Donc, j'essaie de travailler ce problème d'abord dans la grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, et à partir de là, j'essaie de montrer dans une deuxième sous-partie de ma deuxième partie comment, au contraire, la logique de Port-Royal retravaille la question cartésienne de la représentativité des idées et plus précisément de la représentativité de l'idée singulière. Alors, j'insiste en particulier sur le fait qu'à cet égard, on ne peut pas placer à Port-Royal, comme chez les médiévaux, sur un même plan, sur un plan d'équivalence, les différents termes singuliers. Les noms propres, les déictiques, les descriptions définies. Dans la mesure où seul le nom propre, pour Port-Royal, est le signe d'une idée singulière. Le démonstratif et la description définie, eux, ne parviennent pas à signifier une idée distincte. Ils ne donnent jamais que la signification d'une idée confuse et générale. Donc ça, c'est un des points sur lesquels j'insiste et sur lesquels, effectivement, peut-être il y aurait des points à travailler en commun avec Julie, puisqu'il y a tout un retravail sur cette question par Port-Royal de l'héritage des commentaires médiévaux sur les agoges de Porphyre, sur l'individualité et sur la tripartition donc, des termes singuliers en fonction de la conception que se fait Porphyre de l'individu. Dans une troisième sous-partie de cette deuxième partie, donc après avoir montré que seul le nom propre est pour la logique de Port-Royal le signe distinct d'un singulier, je montre que, et là je retrouve donc ce que j'ai traité dans la première partie dans sa formulation assez brutale avec Bosé, avec la loi de Bosé, je montre comment il est nécessaire à Port-Royal d'avoir égard à la sémantique du nom commun, pour arriver à préciser, à circonscrire ce qu'il en est de la capacité sémantique exclusive du nom propre. Et c'est donc là que je reprends la question des définitions des propriétés de l'idée universelle, la compréhension et l'étendue, et de la manière dont Port-Royal utilise cette distinction qui vaut pour l'idée universelle de façon à parvenir à une définition de la signification propre du nom propre. Alors, ce sont des passages assez ardus dans mon chapitre, et en particulier, je consacre un long développement au rôle que joue dans cette explication de Port-Royal l'étude des termes complexes, les différents termes complexes, puisqu'il y a des termes complexes qui sont formés à partir d'un nom propre, comme il y a de la même façon qu'il y a des termes complexes qui sont formés à partir d'un nom commun. Bon, tout ceci me permet en particulier d'aboutir par rapport à ce que l'on pouvait espérer à partir des développements que j'ai consacrés à Bosé et à Sylvestre de Sacy, en fait, on aboutit en fait à un manque de netteté à Port-Royal en ce qui concerne le contenu de l'idée individuelle, ce contenu qui doit être signifié, et ce par le moyen de quoi on doit référer à un singulier. En effet, ce que montre donc en particulier cette théorie des termes complexes, c'est que la plupart du temps, quand on parle d'un singulier en utilisant son nom propre et qu'on joint à l'utilisation de ce nom propre une description quelconque, cette description ne fait pas état d'une propriété qui serait inhérente à la nature de cet individu,
Mais cette description fait état d'une opinion communément reçue sur l'individu. Et donc, Port-Royal met en avant cette importance donc de ce qui est endoxal dans la signification du nom propre. Et bon, ma pénultième partie est consacrée au développement de toute cette réflexion dans le cadre de l'analyse propositionnelle strictement dit, avec l'identification de la proposition singulière à une proposition universelle à Port-Royal. Et je termine, c'est ce que j'aurais voulu présenter comme une apothéose, en quelque sorte, avec une réflexion sur une expression que je prêterai à Arnaud, lorsque Arnaud est lecteur du discours métaphysique, enfin, ou en tout cas du sommaire du discours métaphysique de Leibniz. Comment faut-il entendre la formule « moi, Antoine Arnaud ». Voilà. Merci et pardon. Donc en fait, je ne vous ai pas présenté grand-chose, je suis vraiment désolée. Bah si, ah bah si. Je veux pas rêver. Non, non, c'était très très riche, Martine. Non, non. Et je crains de déborder sur le nombre de pages autorisées. Donc en fait, je vais procéder à pas mal de coupes. Bah, on reviendra vers toi pour te dire. Tu nous diras combien tu as de signes et puis on en rediscutera. D'accord, merci Béatrice, oui. Vraiment. Et quel point plus particulièrement? Ben oui, parce que vu que tu n'as pas une continuité entre tes auteurs, c'est quand même important. Enfin, tu vois qu'il y a des points de vue différents. Oui, On va présenter le nom propre. Et bon, aussi parce qu'à un moment donné, et je crois que je vous avais écrit ça d'ailleurs, j'avais pensé laisser complètement tomber toute la première partie que en fait j'ai présentée aujourd'hui et donner seulement la partie sur Port-Royal. Mais c'est intéressant parce que du coup, on regarde de quoi Port-Royal ouais. Alors, je me suis dit qu'il fallait faire de Port-Royal, en fait, quelque chose qui est à la fois un point de départ, mais qui n'est pas nécessairement le point de départ de ce à quoi il sert, à quoi sert la tradition logique de Port-Royal dans la grammaire générale du XVIIIe siècle, hein, et en même temps, qui suscite finalement beaucoup plus de problèmes peut-être intéressants pour les contemporains. Hein. En particulier, et ça c'est le point que je voudrais montrer enfin, que j'aurais voulu montrer si j'avais pu le présenter aujourd'hui, en particulier, il y a cette impossibilité de détacher l'individu désigné par un nom propre, de le détacher de l'ensemble des propriétés qui font qu'il appartient à un monde et non pas à un autre. D'où le fondement de la discussion d'Arnaud avec Leibniz. Lorsque Leibniz parle d'Adam possible, d'Adam possible dans d'autres mondes, Arnaud lui dit il ne peut pas y avoir plusieurs Adams. Il ne peut pas y avoir plusieurs Adams. C'est comme s'il y avait plusieurs moi. Et donc, il y a je montre d'abord dans l'étude que je fais de l'idée singulière dans la logique de Port-Royal l'importance justement d'une autre théorie de l'abstraction que celle de Locke à Port-Royal. La théorie de l'abstraction à Port-Royal donne un schème que j'appelle le schème de l'abstraction analytique et non pas de l'abstraction comparative. Et en fonction de cette abstraction analytique, Port-Royal instruit une coupure, une césure totale entre deux types d'idées de singulier. C'est-à-dire, Port-Royal montre que toutes les idées de singulier ne peuvent pas être des idées singulières, ne peuvent pas être tenues pour des idées singulières. Et il y a, dans la mesure où certaines idées de singulier peuvent être soumises au processus, à la procédure d'abstraction analytique, et d'autres non. Par exemple, l'idée que j'ai de moi-même, je ne peux rien en séparer. Je ne peux rien en séparer par mon esprit. Alors que je peux séparer de l'idée que j'ai d'un triangle singulier, non seulement ses circonstances accidentelles, mais aussi, par rapport à son attribut principal, certaines parties de cet attribut, et ainsi procéder à la généralisation, et passer d'une idée plus générale à une idée encore plus générale, et ainsi de suite.
Donc, cette notion est essentielle, cette notion de ce schème de l'abstraction analytique et non pas comparative à Port-Royal pour comprendre le fait que justement, seul le nom propre peut être dit le signe d'une idée singulière. Il y a des idées de singuliers qui ne peuvent jamais devenir des idées singulières et inversement, il y a des idées comme l'idée de moi-même qui ne peut jamais être généralisée, qui ne peut pas être soumise à une généralisation. Et donc, à cet égard, hein, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette réflexion de Port-Royal peut intéresser la réflexion sur la possibilité d'associer à la sémantique du nom propre, en particulier une réflexion sur les mondes possibles, avec tous les problèmes chez Leibniz, bien évidemment, des conditionnels irréels, etc. Voilà, donc, mais bon, c'est, pardon de vous présenter ça comme un écheveau, ça part dans tous les sens, j'ai l'impression, mais voilà. Dans l'idée de désignateur rigide de Kripke, l'individu est le même dans tous les mondes possibles, non? Pardon, dans l'idée? Dans l'idée que le nom propre est un désignateur rigide chez Kripke, oui, oui. Ça veut dire que l'individu qui porte ce nom propre est le même dans tous les mondes possibles. Alors, dans la mesure où justement on a affaire seulement à une référence directe et seulement une référence. Hein. Il n'y a pas prise en considération de la possession par un individu de propriété. Or, justement, c'est là, au contraire, ce que, d'une part, Arnaud, d'autre part, mettent en avant. Hein, et c'est intéressant de voir comment, d'une certaine manière, il y a convergence hein, entre Arnaud et Leibniz sur cette question. Je vais vite demander à la salle s'ils ont des questions, parce qu'on a un peu dépassé le temps. Oui, pardon, excusez-moi. Alors, attends, je vais afficher pour essayer de voir tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Je pense à Denis Vernant, à Julie. Irène? Excusez-moi, malheureusement, j'ai raté le début, mais merci beaucoup. Bonjour, Julie. Je ne veux pas poser de questions parce que j'ai raté le début. Obligé. Non, c'est pas. On est vraiment en retard là, donc vous n'êtes pas obligé de. Irène, tu as une question? Je vois que tu as allumé ton. Non. C'est très intéressant. Denis, je ne sais pas s'il est là, Denis, parce que ça résonne quand même avec. Oui. Avec ce qui a été fait ce matin. Écoute, Martine, je ne vois pas de questions. Vraiment, c'était passionnant, mais je crois que le fait que tu n'aies pas de questions va peut-être quand même nous arranger, tu vois, au niveau du temps. Par contre, on attend de te lire. On attend de te lire. Et moi, pour aller prendre mon goûter. Le texte. Merci en tout cas et toutes mes excuses pour avoir débordé. Non, mais. Et c'est pas grave, il y a eu une défection, alors on récupère. Et oui, on a quelqu'un qui ne vient pas parler, donc c'est pas grave. Ah, d'accord. Mais écoute, c'est très riche ce que tu nous as présenté. Vraiment, il faut qu'on ait aussi le temps de digérer, hein, de tout, pour trouver. Ouais. Par contre, on va te lire attentivement, t'inquiète pas. Oui, merci. Et c'est là que vous allez détecter toutes les faussetés. Les à peu près. Non, mais ce qui était formidable, c'était vos deux schèmes de singularité. Ça, c'est complètement neuf par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Oui, c'est un... Les deux voix, la singularité. Alors, je vais m'adresser, excusez-moi Martine, au suivant, parce que normalement, on avait une pause de 3 heures à 3h15. Hein. Donc, là, je m'adresse spécifiquement à Frédéric Isel, à Pierre-Emmanuel. Ça vous embête si on fait une petite pause, parce que nous, on a quand même écouté 3. Oui, bien sûr, faisons une pause. 10 minutes peut-être? Oui, ça suffit. Est-ce que c'est possible aussi pour toi, Frédéric, ou pas? Oui, non, il n'y a aucun problème. D'accord. Juste le temps de se faire un café, Oui, quoi. bien sûr, oui.
Très bien. J'ai écrit une barre de chocolat. Alors, à tout de suite. Tu vas te faire un thé, Martine, un thé. Bon, d'accord. Merci. 10 minutes. Merci beaucoup à toi, Martine, hein, et à bientôt. Oui. Donc moi, je Mais déconnecte rien. je reviens, hein, mais je vais chercher du chocolat. C'est autorisé. C'est autorisé. Quand on lit Port-Royal, oui, c'est autorisé. Vous ne voulez pas quitter le micro là, Ah si, pardon, la langue. pour le cas où on dit, Ah, si,